Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. 15 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, Agnès Buzyn, Elisabeth Borne et Didier Guillaume étaient à Rouen aujourd'hui pour faire un point sur la situation et mettre en place un comité de suivi. Alors sur la qualité de l'air, les premières mesures n'ont pas montré de polluants anormaux, déclaration de la ministre de la Transition écologique. Concernant l'état de santé des personnes victimes de malaise, Agnès Buzyn assure elle que plus personne n'est hospitalisé, mais on a quand même compté 250 consultations en 2 semaines. Enfin, concernant l'agriculture, Didier Guillaume lui estime le préjudice entre 40 et 50 millions d'euros. Le ministre de l'Agriculture parle de drame économique et humain. L'urgence, selon lui, c'est le lait. La bonne nouvelle, c'est que sa recommercialisation a pu reprendre cet après-midi, car les analyses sont bonnes. Didier Guillaume qui a aussi promis que les labels bio ne sauteraient pas. Quant à l'information selon laquelle Lubrizol a créé un fonds de solidarité de 50 millions d'euros pour couvrir les pertes des agriculteurs, l'engagement financier là n'est pas encore confirmé, ce qui agace Hubert Wulfrance, un député communiste de Seine-Maritime. Le scandale de la Réunion, il est là. Il est avec ces pollueurs-payeurs qui sont pollueurs, qui ont des beaux mots auprès de la population, mais qui ne sont pas payeurs dans l'immédiat. Aucun chiffre. C'est vraiment scandaleux. Ça relève véritablement d'un certain mépris des attentes immédiates des victimes de cet incendie. Maintenant, on apprend des choses par la presse, sans engagement écrit, clair, officiel de ces pollueurs, que sont les deux industriels. Je vous dis, ils se sont regardés pendant toute la réunion les pieds sur les godasses. Ça suffit. Il faut officiellement que ces deux grandes entreprises mettent les chèques sur la table. Des propos recueillis par Anne Bertrand de France Bleu à Rouen. La reconnaissance d'un travail fait pour le retour à la paix en Éthiopie. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu aujourd'hui le prix Nobel de la paix. Abiy Ahmed a entrepris des réformes pour sortir son pays de plusieurs années d'autoritarisme. Il a permis aussi la réconciliation avec l'ennemi de toujours, l'Érythrée. Au 3e jour de l'offensive turque sur les Kurdes au nord de la Syrie, 7 civils ont été tués aujourd'hui dans la ville de Tal Abyad. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Washington appelle ce soir Ankara à stopper son opération. Son combat à lui, c'est la lutte contre le réchauffement climatique au sommet du réseau C40 à Copenhague, qui rassemble donc les 40 grandes villes de la planète. Antonio Guterres a lancé un appel aux élus et aux citoyens qu'ils exercent le maximum de pression sur les gouvernements pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire général des Nations Unies. Les 27 ont donné leur accord aujourd'hui à Michel Barnier. Le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit va pouvoir entamer des discussions intensives avec le Royaume-Uni. Il ne reste plus que 20 jours tout pile avant la sortie de l'Union. Michel Barnier dit avoir eu ce matin un entretien constructif avec le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, Stephen Barclay. Dimanche soir, ils auront un nouveau président et le parti tentera de repartir du bon pied après 2 ans d'errance et des élections européennes ratées. Les militants, les républicains, commenceront à voter donc demain soir. D'ici là, ce soir, place aux dernières réunions publiques pour les 3 candidats, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Dernier meeting donc, au terme d'une campagne sans réel éclat, Cécilia Arbona, où la moitié seulement des 131 000 militants est à jour de sa cotisation. Va falloir convaincre. La formule est effectivement celle d'un sénateur, les Républicains, et vous allez l'entendre, elle témoigne d'un cruel désamour. Voilà ce qu'il dit. On ne fait plus envie, même à nos propres militants. Il sera difficile donc de retrouver l'engouement passé qu'avait suscité la primaire en Île-de-France pour les régionales de 2010. Le duel Valérie Pécresse-Roger Carucci avait mobilisé 70 000 adhérents et ils étaient 100 000 en 2017 pour élire Laurent Wauquiez à la tête du parti. Ce week-end, les plus optimistes tablent sur 50 000 votants seulement. Alors, les 3 candidats ont pourtant avalé des kilomètres en train et en voiture, affichant une 50aine de déplacements à leur compteur. Julien Aubert, député du Vaucluse, achèvera sa tournée tout à l'heure par une réunion publique sur ses terres à Pertuis. Guillaume Larrivé, élu de Lyon, bouclera sa tournée à Rennes ce soir en Bretagne. Et puis Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, est à Rieux-la-Pape dans le Rhône. Jacob, donné favori, le sait, ces 2
deux adversaires ont conclu un pacte. Ils feront bloc contre lui en cas de second tour. Cécilia Arbona, et si deuxième tour il y a, eh bien ce sera le week-end prochain. La demande de remise en liberté de Patrick Balkany sera examinée le 22 octobre prochain. Le maire de Levallois-Perret est emprisonné depuis mi-septembre pour fraude fiscale. Il doit encore être jugé pour le second volet de son procès sur les accusations cette fois de corruption et de blanchiment de fraude fiscale. Et sur ce dossier-là, eh bien, il sera fixé sur son sort le 18 octobre prochain. Mourir lors d'un exercice mené dans les plus proches conditions de la réalité. C'est ce qui est arrivé à un jeune agent de la DGSE, le renseignement extérieur. Il est mort lundi près d'Orléans. Il y a eu, dit-on, un accident de tir. La victime avait 27 ans et c'est tout ce que l'on saura de lui, Franck Cognard. L'identité de ce jeune homme est protégée par la loi. Avant d'être recruté, c'est ce qu'on sait, par le service de renseignement extérieur français, il venait de l'armée de terre. La DGSE a en effet pour habitude de recruter dans les rangs des unités militaires spécialisées des agents déjà formés aux techniques de renseignement et d'infiltration. L'accident de tir, pour lequel une enquête est en cours, a eu lieu lundi à Sercode, dans le Loiret, au centre parachutiste d'entraînement spécialisé qui forme les agents clandestins. Et si un accident est rarissime, le risque n'est pas nul. Il y a 10 ans, dans un autre centre d'entraînement dans les Pyrénées-Orientales, 2 membres de la DGSE avaient été tués lors d'un exercice de sensibilisation aux explosifs. Ces entraînements sont les plus élitistes de France, donc les conditions, balles réelles, sont les plus proches possibles des opérations. Franck Cognard, un dernier mot de foot. Islande-France, c'est ce soir, match comptant pour la qualification à l'Euro 2020 et ce sera à 20h45, 17h06 sur Inter. Tous les samedis sur France Inter, L'humeur vagabonde. Kathleen Evin. Avec son dernier roman Le cœur de l'Angleterre, Jonathan Coe a réussi là où les commentaires journalistiques ont échoué. Nous faire comprendre comment les Anglais ont pu s'enliser dans cette ubuesque tragicomédie du Brexit. Un livre brillant et féroce. L'humeur vagabonde. Demain, sur France Inter, à 19h20. Peugeot présente Plein phare sur la Peugeot 108. Ma nouvelle invitée est celle qui a créé la surprise dans la super production Génération 2020. Je veux parler de la délicieuse Peugeot 108. Très convaincante lors de ses marches arrière avec sa caméra de recul, sulfureuse parfois avec son toit découvrable, c'est surtout sa nouvelle motorisation dernière génération et déjà disponible qui nous a époustouflés. Une prestation d'autant plus saluée qu'elle a su rester hyper accessible avec 2500 € de prime Génération 2020. Détails sur Peugeot.fr. Par Jupiter pour France Inter. Comment ça va les amis? Écoutez, ça va bien. On est déjà en pleine discussion. On devise, on prépare. Non, c'est préparé. Non, mais on chauffe. Non, cette émission est préparée. L'équipe, quoi, je veux dire, comme ça. Ouais, bon, bah, vous y allez là quand même. Oui, ça vous dit? Enfin, je sais pas, c'est comme vous voulez. Hein. Oui, moi je serais que vous j'irais quand même. Très bien. Parler vite comme ça, comme ma fille. Non. Rien du tout, là. C'est normal. C'est Guy Marchand. C'est Guy Marchand. Guy, vous inquiétez pas, Guy, vous allez tout comprendre. Il y a Guy Marchand avec nous. Oui, parce que je suis vieux, madame. Très bien. Chers auditeurs, c'est Guy Marchand. Vous êtes prêts? Allez, on y va. – 11h30 dans les couloirs de la Maison de la Radio. Charline et Alex vont rendre visite à leurs nouveaux collègues Eric et Quentin. Alors les gars, c'est fini quotidien? Et ouais, on est passé en hebdo. Ah ouais, blague de producteur radio. Hein. Ah ouais, c'est bien, je vois que vous êtes bien intégrés déjà. Ouais. Hein. Ah bah on essaye. Hein. On est venu avec notre petite bande FM. Excellent. D'ailleurs, on se posait la question, comment on fait pour rester sur France Inter? Faut forcément être de gauche ou... Ouh là là, vous savez, c'est pas simple. Hein. Déjà, il faut une discipline. Ah ouais, vous avez ça, vous? Bah bien sûr, mon gars. Et puis il faut varier les invités. Ouais. De temps en temps, tu prends un invité pointu, voilà, et puis parfois un gros poisson. Nous aujourd'hui, on a Guy Marchand, par exemple. Et puis au milieu, tu cales tout le casting de Christophe Audran, et puis emballé, c'est pesé. Ah ouais, mais nous on a une émission de culture urbaine, c'est du rap quoi. Bah alors il faut pas caler que des rappeurs dans les sous-bois, là vous allez perdre nos auditeurs. Alex a raison, hein. Un petit Benny B au milieu, ça mange pas de pain les gars. Ah oui, carrément un petit Benny B. Ouais, pourquoi pas. Alliance ethnique, simple funky. J'adore. C'est un peu dépassé. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que c'est hyper ringard. Oui, en gros c'est ça. Mais non, enfin, vous savez, nous ça fait un certain temps qu'on le pratique, l'auditeur d'Inter, on le connaît bien, il a besoin d'être rassuré. Et pour ça, il faut un invité gold, une découverte, un invité vintage, un underdog. C'est ça une belle programme, mon gars. Ouais, sinon vous allez retourner chez Yann Barthès. Non, ça va. Hop au boulot. Bon, bah on va appeler la gaffe, hein. C'est années 90, je pense que ça va plaire. Ouais, ça peut être pas mal, il y a une vraie rythmique, un peu grime, tu vois, très hip-hop. Ouais, il est beau le lavabo, il est là le bidet, c'est le début du trap, on peut dire. Bon, allez, on fonce. C'est plus compliqué que je pensais en France Inter, finalement. J'aimerais bien qu'on ait Xavier Dolan, quand même. Et qui l'accompagne? Benny B.
France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Rien ne sert de courir, il faut partir en trottinette électrique. Voici le menu à l'Ardoise. L'hôpital public organise la lutte pour sa survie. Parce qu'accessoirement, il en va aussi de la nôtre. L'hosto est en train de mettre ses pas dans ceux des urgences et organise la mobilisation. L'hôpital public est épuisé par des années de restrictions budgétaires. Est-ce que quelqu'un est médecin ? Pharmacien ? Vétérinaire ? Des chercheurs ont réussi à encoder des notes de musique dans le cerveau des oiseaux. Des chercheurs n'ont vraiment que ça à foutre. Essayez de faire chanter les oiseaux autrement. La finalité de l'expérience, c'est de voir si on pourra un jour nous implanter des souvenirs. Pas bon ça. Pas bon du tout les gars. 3 jours avec une nana, ça commence à faire des souvenirs. Dans le monde magique des startups, l'une d'elles ambitionne de nous donner le contrôle du son pendant un concert. On assisterait au live avec un casque pour modifier l'écoute, par exemple faire disparaître un instrument. Ça va les ingénieurs du son, on se la coule douce là ? Les études, ça va ? On a rien à foutre des études. Et voici celui qui en a fait beaucoup, qui peut pas dire ça, c'est Alex Vizorek. Pour finir ici, vous dire si ça sert vraiment beaucoup. Autour de la table, une belle équipe du vendredi. À 17h20, celui qui a toujours l'air de se réveiller, mais qui est un sacré bosseur, ce qui n'est pas sans me rappeler ma vie sexuelle. C'est vous, Thomas VDB, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Alex. Aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai fait une petite somme de toutes les choses qui brûlent en ce moment. On va parler de toutes les choses qui brûlent. Ça fait pas mal. À 17h30, beaucoup de célébrités vont finir leur jour en Suisse et double peine, quand les jours sont finis, ils retombent sur une Suisse. Et c'est vous, Christine Gonzalez, bonjour. Bonjour, dans l'au-delà, un comité de soutien à Patrick Balkany s'est créé. À sa tête, Jacques, médecin, ancien maire de Nice, qui est déjà connecté avec nous. Vous êtes très très fan de Balkany, pourquoi ? Je vais vous dire très sincèrement, parce que je crois qu'avec vous, il faut être toujours sincère. Je crois que la meilleure affirmation de l'être humain, c'est en somme de se dire qu'il aura passé sa vie sans laisser personne indifférent. Et ça, c'est clair. 17h40, celle qui n'est jamais à la page, elle est déjà à la suivante, car elle lit très vite. C'est vous, Juliette Arnaud, bonjour. Waouh ! Bah oui, il n'y a pas d'alcool. Une référence à l'alcool. Non, bah oui, mais voilà. C'est vous qui la faites. De quoi on va parler ? De notre invité. Qui a écrit un livre. Et enfin, Tout à fait. à 17h55, celui qui a 6 cordes pour y pendre l'actualité, le troubadour de l'info, Frédéric Fromet, viendra terminer la semaine. Et voici enfin celui qu'on attendait et qui va faire souffler un vent du sud aux effluves d'Anis dans notre open space. Je vous laisse annoncer qui vous êtes. Vous êtes... Je dis jamais mon nom aux gens qui ne me connaissent pas, moi. Mais personne ne vous connaît pas sur cette antenne. Bah oui. Non, un jour, il y a un mec dans la rue qui m'a dit « Ah, c'est drôle. Attendez, comment vous vous appelez ?» Ouais. Oh, c'est dommage, ma femme serait là. Elle regarde toutes les conneries à la télé, elle le saurait. Est-ce que ce serait pas Guy Marchand ? Nestor Burma ? France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Vous voulez pas dire de votre voix profonde et chaude, Guy Marchand ? Mariton Léger. Un jour, on m'avait dit, dans une émission de jeunes, « Oh, arrêtez avec votre grosse voix. » Oh là, j'avais répondu, une grossièreté. J'avais dit, j'ai une grosse vie, j'ai une grosse voix, une grosse bite, je me sers les deux. C'est bien. Guy, vous êtes complètement dans le ton de cette émission, on va s'entendre. On va s'entendre. Guy Marchand avec nous pour un livre, un roman qui s'appelle Garçon, un pastis et un petit peu moins de vent. Édition Neige, écriture, collection. Alex Vizorek. Exactement. J'ai lu avec grand plaisir votre livre et je voudrais lire 5 lignes avant de vous interroger sur ce sujet. Vous faites dire à votre personnage Émile, qui de manière assez étonnante porte votre deuxième prénom, il dit... Tout comme les femmes qui ont un moment de leur vie une période photo, les hommes ont une période Hemingway. Ils tentent d'écrire les vies qu'ils n'ont pas vécues et les femmes qu'ils n'ont pas baisées. Est-ce que c'est ça qui vous a emmené vers la littérature, Guy Marchand ? Je crois que ça doit être ça. Je crois. Non, mais je sais pas ce qui m'a emmené vers la littérature. J'avais une admiration monstrueuse envers les grands écrivains, forcément. Vous citez Romain Gary, Victor Hugo, Zweig, Céline. Ouais, tous ces gens-là. J'imagine que c'est ça. Céline, non, mais quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, mais merde, alors qu'est-ce qu'il lui a pris à celui-là ? Il aurait pas été antisémite, il était au des auteurs. Enfin, c'était notre plus grand écrivain, quoi. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Une allergie, je sais pas. Bref, la littérature, j'ai toujours eu, j'écris mes chansons. J'aurais bien voulu avoir des compositeurs ou des auteurs qui faisaient des disques qui marchaient, mais j'étais tout le temps livré à moi-même au niveau des textes.
Donc j'écris, et même j'écris comme les chansons. Quelquefois, je vais vous dire, le son d'un mot est plus important que sa signification pour moi. Je me suis dit, moins le chanteur que l'acteur, quand vous écrivez ces personnages, est-ce que vous projetez l'acteur dans ce qu'ils peuvent dire eux sur le papier? Vous dire le côté pute. Mais ouais, vous répondez comme vous voulez. Enfin, tous les défauts à des doses pas trop pathologiques. Bon, mais c'est vrai que oui, il y a une espèce de, je sais pas. On écrit toujours sur soi. Oui, bien sûr. Vous avez commencé à écrire des romans. Enfin, celui qui est sorti, c'est 2008, si je ne me trompe. C'est le 5e, mais le premier, il était intéressant. Mais celui-là aussi. Parce que c'était c'est à cause de ma bonne femme. Bon, moi, elle vit à Berlin, elle est très jeune, elle a 42 ans, j'en ai 82. Pour la garder, elle est libre comme l'air. Donc, elle avait fait une thèse de littérature française, et un jour, parlant couramment français, russe, tout ce qu'on veut, là maintenant, elle fait une licence d'allemand. Bon. Avec qui, je ne sais pas, entre nous, si vous voulez me poser les questions subsidiaires, comme voici vient de me les poser. C'est pas pour écrire les femmes qu'on n'a pas baisées, c'est pour garder celles avec qui on a déjà une relation que vous faites. C'est pour garder les femmes avec qui. C'est à cause d'elles que j'ai commencé à écrire, parce que je lui chantais des chansons, tout ça, j'étais l'espèce de crooner un peu imbécile que vous avez tous connu depuis 40 ans. C'est vous qui dites imbécile et espèce. Non, mais parce que j'aimais bien. Mais ça marche, Guillaume. Ça marche trop bien. Enfin, essayer de séduire avec une voix, une guitare, je sais pas. Surtout quand on n'a pas beaucoup de sous, tu vois. Des fois, à l'époque, c'était ça. En revenant de l'armée, j'étais un peu raide. Enfin, dans tous les sens du terme. Je veux quand même expliquer l'histoire du livre, parce que sinon on va être perdu. Non, mais j'explique pourquoi j'ai commencé à... On m'avait posé une question, pourquoi j'ai écrit pour l'épater. Et voilà. Et qu'est-ce qu'elle en a dit? Parce que à force de chanter, ça commençait à la gonfler. Ou de jouer de la clarinette, comme je charmais un cobra, ça marchait pas. Donc le premier livre l'a épaté. C'était une fausse biographie, la plus belle critique que j'ai eue. Ah, j'ai bien aimé votre livre, mais vous n'avez rien dit de votre vie. Voilà, parce qu'il n'y a rien de plus impudique et de plus chiant qu'une biographie de chanteur, entre nous. Bon. J'hésite à vous poser une deuxième question parce qu'on m'avait fait 4 minutes sur la première. On a le temps. Non, je voulais juste raconter l'histoire en deux mots. Diesel, moi. Il faut aller doucement. Je suis pas inquiet que vous allez arriver. Il y a deux amis dans le sud de la France, parce que vous racontez hyper bien évidemment cette région que sont les Alpes que vous aimez, où vous habitez. L'un a 75 ans, il était dans la Légion étrangère. L'autre 90, un ancien médecin, et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait beaucoup de bien dans leur vie. Et c'est ça le point de départ, ils décident de vouloir faire du bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a titillé, vous, de savoir si vous aviez fait du bien dans votre vie? Non, ça veut dire que je me suis jamais vraiment occupé des autres. Donc je chantais, ça. En plus c'est toujours, bon, à part à l'armée, où je me suis retrouvé, j'aurais pu rester, pas dans la Légion, mais peut-être, si, parce que je suis pas réac, je suis pas de droite, je suis que dalle. C'est pas grave, hein. Je suis on vous garde quand même. De paumé, j'étais en Algérie à l'époque. Et puis, quand j'ai vu ce dont les hommes étaient capables, ce métier d'enfant que vous me permettez de faire, c'est fantastique. Jusqu'au dernier jour, je serais ravi de faire un métier d'enfant, parce que je sais de quoi sont capables les hommes. Bon, je ne veux pas dramatiser le débat, là, je vous vois nettement moins marrant tout d'un coup. Mais les hommes, c'est profond. Les hommes ont mis du temps à être heureux, mais vos deux personnages, ils sont généreux, là. Eh ben, c'est un peu ça. C'est que tout d'un coup, on s'est dit, on a été des petits cons de 20 ans, on a parlé aux femmes de façon peut-être un peu légère. Il y a plein de petits visages dans nos mémoires qu'on aimerait revoir pour s'excuser. Sans avoir fait des harcèlements à la con. Non, on est parti un peu bêtement. On les a pas traités comme il fallait, comme des stars. Et c'est sur un lit d'hôpital, je vous en parlerai de l'hôpital, on m'opérait de la prostate. C'est génial. Gardez-le pour tout à l'heure. Bien sûr. Mitterrandesque. Alors donc, tout d'un coup, tous ces petits visages ont défilé. Et je me suis dit, si je pouvais les appeler pour leur dire « Salut, comment ça va ?» On ne s'est pas vu beaucoup, peut-être 2 soirs, ou 1 semaine, ou quoi, mais que dalle. Mais c'est fantastique, ça.
On va y revenir avec vous tout à l'heure, Guy Marchand. Vous allez emballer avec ça. Hein. Oh, moi, je veux le dire, moi je suis emballée déjà. Juliette, elle est emballée aussi. Vous nous emballez, c'est ce que je vous dis. Guy Marchand avec nous. Garçon, un pastis et un peu moins de vent. Édition Neige. Guy Marchand est avec nous. On va reparler de l'hosto, mais en se marrant un peu. Ça, c'est la musique que j'écoute dans ma Chevrolet 1954, qui est dans le livre. On va en profiter ensemble. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. En el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Guy, je vous imagine au volant de votre voiture. Ah bah c'est ça, il n'y a pas de problème, comme un vieux cubain. Avec cette chiotte qui me laisse tomber des fois, hein. Mais elle est de 1954. Et elle a une couleur bleue. Elle a une âme, cette chiotte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ma femme qui me dit toujours, tu nous emmerdes avec ces voitures, elle se fait photographier devant. Ah ouais. Oh, Guy Marchand, faites-moi le coup de la panne sur France Inter. Oui, mais attendez, pour une opération de la prostate, il faut quand même qu'il y ait tout un cinéma. Ah, on va en parler. On va parler de votre prostate. Est-ce que la pilule est aussi bleue que la voiture? On parle dans le bouquin, la prostate. Hein. On va parler de votre prostate dans quelques instants. Non, c'est très important. Bien sûr, évidemment. Et autour de la table pour entourer Guy et sa prostate? Eh bien, Thomas VDB et la sienne, et puis Christine Gonzalez et Juliette Arnaud, qui le déplorent de ne pas l'avoir. Guy, sur votre autoradio, on va mettre un petit peu d'informations. 3 minutes. Je crois qu'on doit pouvoir, on va vérifier, vous communiquez la fiche de poste de l'auteur. On va vérifier. Voilà. Elle est classifiée. Elle est forcément classifiée. Ah oui. Le journal de presque 17h17. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Et on commence par les titres. Suite au rejet de la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire européen, Emmanuel Macron a lancé « J'ai besoin de comprendre ». Eh bien, chacun son tour, puisque nous aussi, on a besoin de comprendre des choses comme Marlène Schiappa, Brune Poirson ou même Alexandre Benalla. Le prix Nobel de la paix a été décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour avoir été l'artisan d'une réconciliation spectaculaire entre son pays et l'Érythrée. Il est tellement fort. Moi, je pense qu'il pourrait réconcilier Marine Le Pen et son père, mais bon... il n'a pas envie peut-être, non, il s'appelle Ahmed. Ah oui, il est brève. Mais bien sûr, j'espère un jour avoir le prix Nobel de médecine pour la qualité curative de mes brèves. C'est bon pour la prostate, il paraît. Et on commence donc par la non-nomination de Sylvie Goulard. Emmanuel Macron a réagi, elle qui voulait être commissaire européenne. Mais je sais pas, parce que là je comprends pas. Donc moi je suis très détendu, ce qui m'importe c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué, de ressentiment, peut-être de petitesse, mais j'ai besoin de comprendre. Tu m'étonnes qu'ils ne comprennent pas qu'à cause de casseroles judiciaires, on empêche quelqu'un d'obtenir un poste prestigieux. C'est la toute première fois qu'on voit ça en France. Et le président a également défendu Sylvie Goulard en ces termes. Attention, Sylvie Goulard est une femme d'une grande probité, je la connais. Elle n'a d'ailleurs, je le rappelle, jamais été formellement accusée. Il y a des procédures, des choses qui... Ça fait 2 ans qu'il y a une enquête sur un sujet qui la concerne.
Elle n'est même pas mise en examen. Elle n'est même pas mise en examen. Elle serait mise en examen, il comprendrait qu'on lui donne pas des hautes responsabilités. C'est comme Richard Ferrand. Et... Bon, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Ouais. Mais vous avez compris l'idée, quoi. Ouais. Allez, Rouen. Suite à l'incendie de l'usine Lubrizol, 3 ministres se rendent à Rouen pour créer un comité pour la transparence. Et ils ont vraiment pas de bol, les Rouennais. En 10 jours, ça fait 2 écrans de fumée sur la ville. International, les Iraniennes ont été autorisées à voir un match de football dans un stade et c'est une première depuis 79. Oui, en même temps, 40 ans, c'est au moins ce qu'il faut pour comprendre le hors-jeu. Au Portugal. J'avais envie de la faire et puis c'est tout. Ouais, faites-vous plaisir. Mais bien sûr, c'est que pour moi. Au Portugal, un projet de musée sur la dictature de Salazar fait polémique. Et oui, encore quand ils vont se rendre compte de l'hommage qu'on lui a rendu en France, alors que personne ne dit rien. Quel hommage? La gare Salazar. Bien sûr. Alors là, évidemment, on enchaîne. C'est bien caché, mais... Oui. Belgique. Vous ne l'encouragez pas, Guy. Hein, parce que... Belgique. Je comprends pas tout. Oui, c'est normal. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. On part en Belgique. Attention, Belgique. Oui. La princesse Esmeralda de Belgique. Arrêtée dans une manifestation d'Extinction Rébellion à Londres. Et vous voyez, la Belgique, notre monarchie est tellement cool qu'il milite pour l'anarchie et ça c'est chouette. Belgique toujours, c'est la course à la présidence du parti qui s'appelle MR, Mouvement Réformateur. Et oui, l'équivalent de Les Républicains en France, tant sur le positionnement que dans les divisions d'ailleurs. L'une même des candidates interrogées était sur les ondes de la RTBF. Moi très clairement, je ne veux pas que le MR demain ressemble aux Républicains de Laurent Wauquiez. Parce que si on est attiré par des discours qui sont extrêmes, si on se laisse entraîner par cela, demain on va ressembler aux Républicains. Et voilà, et il est fort Laurent Wauquiez, il arrive même à être l'épouvantail de la droite belge. Allez, je pense que Guy Marchand, il attend les brèves. Et là, il n'y a pas de déçu. Non, mais rien, non. Non, n'attendez rien. On ne le fait pas. Ça gagnerait un petit peu à être compréhensible. Si vous n'attendez rien, les brèves, c'est pour vous. L'hôpital de Limoges, condamné pour un testicule perdu. Ah, et la personne est... la personne est furieuse. Mais il peut même pas s'en battre les couilles, puisqu'il n'en a plus qu'une, évidemment. Peut-être une dernière pour rattraper celle-là. Oui, elle est bien la dernière. Une voyante lit l'avenir dans le cassoulet à la foire de Marseille et on peut s'attendre à des révélations pétardantes. Voilà, ça c'est compréhensible celle-là. Bien sûr. Celle-là, on a compris. Je l'ai dit lentement. Elle est du sud, elle passe. Guy Marchand est avec nous. Oui, madame. Et on va enfin parler, attention, de l'hôpital public. Je me sens chez moi tout d'un coup. Nous aussi avec vous, on a l'impression d'être chez vous. L'hôpital public est au bord de l'asphyxie budgétaire. Cela fait 6 mois qu'ils enchaînent les tribunes, les lettres ouvertes, les pétitions pour dénoncer les conditions de travail. Mais là, le personnel hospitalier a décidé de passer la seconde et de faire, comme les services d'urgence, de la désobéissance civile, avec notamment la grève du codage. En gros, ils arrêtent de transmettre à la facturation les actes réalisés à l'assurance maladie. Comment ça se passe en ce moment avec cette asphyxie budgétaire dans les hôpitaux publics ? Reportage. Voici l'hôpital Bernard Gollet de Pitreau. 600 lits, 130 urgences par jour, 65 opérations quotidiennes. Ici, c'est l'efficacité des employés qui compte, puisqu'ils ne sont plus que 6 à tout assurer. Quel est le secret ? Tout d'abord, il n'y a plus d'infirmières à l'accueil. En cas de fracture, les blessés ont à leur disposition un fût rempli de plâtre dans lequel ils peuvent tremper leurs membres cassés. Gain de temps, gain d'argent. Côté salle d'opération, là aussi, c'est l'économie qui domine. Un chirurgien, une infirmière. Plus d'ustensiles coûteux. Ici, on opère au pétard. C'est Groland. J'imagine Guy Marchand, vous n'avez pas très envie qu'on s'occupe de votre prostate avec le pétard. Ça vous fait quoi de vivre dans une société où l'hôpital public est au bord de l'asphyxie ? Vous qui, manifestement, avez dû y faire une petite visite. J'y étais souvent. Je suis tombé de cheval, je ne sais pas combien de temps, de fois. Mais j'ai toujours été très, très bien soigné. Que ce soit à Cavaillon, que ce soit à Avignon. Et puis, j'ai toujours, dans tous les livres que j'ai écrits, il y a une page sur l'hôpital. C'est très important. J'ai l'impression qu'à l'hôpital, il se passe tout ce qui se passe dans la vie. Il y a la poésie, il y a l'égoïsme, il y a la veulerie, il y a la méchanceté, il y a l'envie, il y a tout. Il y a l'héroïsme. Un jour, quand j'ai été opéré, je ne me rappelle plus, oui, c'est de la prostate ou quoi, je ne me rappelle plus de quoi, à côté de la chambre d'à côté, c'était à l'époque du championnat du monde de foot. Il y avait un mec qui écoutait la radio, qui regardait la télé. Ça m'emmerdait, j'étais
plein de tuyaux, on aurait dit Frankenstein. Donc ça me gonflait. Et à un moment, je me suis levé tout doucement, avec mes tuyaux et tout le bazar, et je suis passé à côté. C'est une belle leçon pour moi, vous allez voir. Je voudrais pas dramatiser votre débat, mais, c'est très poétique. Et puis, la porte était ouverte, et là, je vois un mec, beau mec, brun, dans les 35 ans. Puis je regarde, il n'a pas de jambes. Ça se coupe à ses jambes. Il était en train de regarder le foot. Attendez, et il me dit, ah, vous êtes la jambe à côté, ça vous dérange, hein, peut-être le bruit. Et moi, je fais, ah non, pas du tout, non. Et je vous dis, après, je m'endormais, ça me gênait plus. Alors maintenant, je me suis dit, la paranoïa, pour le voisinage, à quoi ça tient? Il faut aller saluer son voisin. C'est bizarre. C'est un truc qui me traverse l'esprit. Ça correspond pas. C'est un peu grave comme propos. Mais Guy Marchand, vous qui minot, gamin, vous vendiez l'humain au son de l'accordéon. Oui. Vous savez ça, parce que je me suis renseignée sur vous. Donc ça doit vous toucher quand même que l'hôpital public, on soit en train de le démanteler. Oui, mais bon, il est loin de moi à l'hôpital public. Je peux pas. Oui, bon, je veux bien. Moi, je paye les impôts. Prenez-en un peu, puis essayez de régler le problème. Mais qu'est-ce que je vous dis? Ah bah ça déjà, c'est très bien. Guy Marchand avec nous. Pour vous, chers auditeurs, et pour notre plus grand plaisir, et pour vous, Guy Marchand, attention, il est là le vendredi souvent. C'est Thomas VDB. J'ai rencontré dans l'ascenseur. Il faut que tu respires. Si tu habites à Rouen, dans ce cas, faut faire attention. Non, ne remplis pas complètement tes poumons. Voilà. Parce que je ne vous l'apprends pas, évidemment, en ce moment, ça brûle un peu partout. Ça a brûlé à Rouen avec Lubrizol. Ça a aussi brûlé dans une usine à Villeurbanne, dans une usine qui stockait des batteries au lithium. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, ça brûle partout. Ça brûle aussi dans le slip de Christophe Castaner depuis l'attentat à la préfecture. Bref, les pompiers sont débordés. On est vraiment bien dans un univers de combustion. Alors, à Rouen, donc, on ne connaît toujours pas exactement les conséquences de l'incendie sur la santé des gens. Et c'est terrible, ça va être terrible pour eux, surtout j'imagine pour ceux qui avaient chopé un rhume juste avant l'incendie. Eux, ils doivent être dans le flou total, parce qu'ils savent pas s'ils toussent à cause des fumées toxiques ou à cause du rhume. Alors on n'y pense pas, mais ça ne doit pas être simple pour eux tous les jours quand même. Mais alors, ce qui est angoissant dans cette affaire, c'est évidemment le manque d'informations. Lubrizol, ils ont mis un temps fou à communiquer la liste des produits qui ont brûlé. Et ça, évidemment, ça éveille les soupçons. Et en même temps, moi, je les comprends un petit peu, Lubrizol, parce que moi, c'est vrai, j'avoue, quand j'étais au collège, moi, j'interceptais mon bulletin trimestriel dans la boîte aux lettres de mes parents, parce qu'il était lamentable. Et je le cachais, mais genre 3 semaines dans ma chambre avant de leur donner. Mais c'était juste pour gagner du temps au maximum. Mais alors qu'au fond de moi, je savais que ça ne changeait absolument rien au résultat. Hein. Et ben, avec un poil plus de conséquences, c'est exactement la même chose chez Lubrizol. Alors, il y a quand même la directrice générale de Lubrizol qui s'est exprimée hier sur BFM. Elle s'appelle Isabelle Striga. Et je ne sais pas si vous avez vu la photo qu'ils ont postée d'elle sur Internet, mais elle n'a pas l'air très rassurante, la dame. Elle a quelque chose dans le regard qui dit « je vais te tuer hein, ». Voilà. Même si tu n'habites pas à Rouen, je vais te trouver et je vais te tuer. Voilà. Elle a ça qui est dans les yeux, elle a ça, la directrice de Lubrizol. Et donc hier, à BFM, elle a déclaré qu'il va falloir prouver que la pollution à Rouen est liée à l'incendie de Lubrizol. Alors là, je dis d'accord, mais que d'abord, elle nous donne la preuve concrète qu'elle n'est pas elle-même une suppôt de Lucifer. Ah bah oui, quand même. Ah, je vois bien, mais d'abord, tu nous prouves que tu n'es pas une amie de Belzébuth. Voilà, donc... Et puis après tout, peut-être qu'elle a raison. Hein. Qu'est-ce qui nous dit que la pollution à Rouen, elle n'est pas liée à l'incendie de Villeurbanne? Ah bah ouais, on ne sait pas, ça c'est vrai. Ou à Jeanne d'Arc. Ou à Jeanne d'Arc, effectivement. Alors c'est vrai qu'il restait des braises, il y avait quand même des braises. Il y a des braises qui ont tenu longtemps. Non mais... Alors, c'est vrai. Alors d'ailleurs, moi j'avoue qu'on fait un foin de toutes ces histoires, mais est-ce que les incendies de Rouen et Villeurbanne, c'est pas juste des entreprises qui communiquent entre elles par signaux de fumée? Parce que c'est vrai, je me dis, il paraît que les mails, ça pollue. Donc hop, ils utilisent un nouveau moyen de communication comme les peaux rouges. Coucou, usine de Villeurbanne. Salut, usine de Rouen. Voilà, c'est juste un dialogue, mais à base de fumée entre des usines. Voilà, donc les pauvres Rouennais, ils sont toujours dans l'incertitude. Et comme si ça ne suffisait pas, il leur tombe une autre tuile. On a appris que cette semaine, il y a des faux démarcheurs
Il y a des mecs qui profitent de la situation, ils vont sonner chez les gens pour les arnaquer en prétextant tester la qualité de l'air. Alors j'avoue que si j'habitais à Rouen... Bonne idée. Ça, c'est une bonne idée pour eux, surtout quand même. Et puis parce que j'avoue que moi, si j'habitais à Rouen, je serais complètement susceptible de me faire avoir, parce que évidemment, personne ne sait à quoi ça ressemble, des appareils pour vérifier la qualité de l'air. Il suffit qu'il y ait des gars qui débouchent chez moi avec une fausse carte de scientifique du journal de Mickey, un déguisement de Ghostbusters. Là, les mecs, ils se mettent à courir dans mon jardin avec un compteur Gégère et un filet à papillons. Moi, je gobe à 100%. Moi, je les regarderai de derrière ma baie vitrée. Je suis là, c'est incroyable la science. Regardez, ils sont en train de vérifier la qualité de l'air. Ça, c'est génial. Parce que moi, c'est vrai que pour les démarcheurs, je suis vraiment une proie très facile. L'autre jour, mon téléphone sonne chez moi, ce que je racontais vrai, c'est un gars qui me dit « Bonjour monsieur, je vends des bouteilles de vin par téléphone. » Et moi, je dis « Bon, je vais vous acheter du vin. » Voilà, et une semaine après, j'avais une caisse de vin qui arrivait chez moi. Quelques jours plus tard, il y a un mec qui sonne à ma porte, il me dit « Monsieur, je vous le dis en toute sincérité, la façade de votre maison, faut la refaire. » Parce que là, il va y avoir des fuites. 3 jours plus tard, il y avait un échafaudage devant chez moi et le gars était en train de faire des travaux. Mais le problème, c'est de penser que tous ces gens me veulent du bien. D'ailleurs, heureusement qu'hier, ma copine est rentrée un peu plus tôt que d'habitude, parce que sinon, aujourd'hui, je serais très certainement témoin de Jéhovah. Alors, pour terminer, j'aimerais dire aux habitants de Rouen de ne pas faire comme moi et de se méfier. Il y a un numéro vert qui est mis en place pour savoir quelle est la vraie entreprise mandatée par Lubrizol. C'est le 0800 009 785. Et si un de ces quatre voulait venir souffler, vous détendre à la maison, bienvenue. J'ai encore pas mal de vin à écouler. Thomas VDB, merci. Vous étiez en grande forme, communicatif Thomas. Et profitons-en, comme vous êtes en forme, on va aller vous voir le 8 novembre à Enghien-les-Bains. Et le 9, vous jouez à Deauville, votre spectacle Mon chien. Tout à fait. Thomas VDB. Black Keys, Sit Around and Miss You sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter et notre invité c'est Guy Marchand. C'est Guy Marchand. Guy qui publie un roman Garçon, un pastis et un peu moins de vent aux éditions Neige. Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure, Guy. Oui. Et d'abord, on va dialoguer avec l'au-delà grâce à Christine Gonzalez.
Christine. Oui, on apprenait cette semaine qu'une erreur du greffe a laissé croire à Patrick Balkany qu'il pourrait être libéré très vite. Ouais, une fausse joie, une douche froide et même, je cite, une douche psychologique selon les termes de son épouse Isabelle. La bonne nouvelle dans ce drame complet, c'est que le 22 octobre sera tout de même examiné sa demande de liberté. Alors, n'empêche qu'il va falloir encore tenir un peu le coup, rester fort. Et pour que celui que l'on nomme désormais papa à la prison de la Santé tienne le coup, quelques personnalités de l'au-delà ont tenu à lui adresser des messages de soutien. À commencer par Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice, appelé aussi Jacouille la Magouille. Vous êtes là, Jacques? Oui. Alors, vous avez été condamné par la justice française pour plusieurs affaires de corruption. Oui. Et alors, vous, votre technique pour éviter la prison ferme, c'était de vous enfuir en Uruguay. Je me suis échappé et j'ai filé dans la foule. Et là, c'est une position peut-être extrêmement osée, mais parfaitement avouable. Bon, vous savez, Patrick Balkany est déjà enfermé, donc c'est trop tard pour lui. Il ne peut pas partir au soleil. Vous avez la SNCF qui multiplie les trains supplémentaires, les compagnies aériennes également. Vous avez les transports par autocar qui sont extrêmement nombreux, et notamment à l'échelle régionale et même internationale. C'est évidemment très important. Mais n'empêche qu'on a fini par vous trouver, vous. Et vous avez fait plus de 600 jours de détention. Absolument. Alors pour rassurer un peu Patrick Balkany, parce que c'est pour ça que vous avez tenu à témoigner aujourd'hui, pour le rassurer, racontez-nous vos bons souvenirs de prison. Les batailles de confettis de plâtre, qui consistaient à s'envoyer des volées, des pelletés de grains de plâtre de la grosseur d'un gros grain de poivre très dur à travers la figure, et nous portions pour nous livrer à ce genre de facéties des masques de métal, des masques de grillage. Non, mais Jacques Médecin, écoutez, quelque chose de positif, de constructif, un souvenir qui donne de l'espoir, une anecdote rassurante qui raconterait la bonne ambiance en prison? Oui. Il n'était pas rare de voir des gens qui projetaient les uns sur les autres des œufs qui avaient été vidés de leur substance en cours d'année, gobés, et puis adroitement et patiemment remplis de suie par le petit trou qui était ainsi ménagé dans la coquille, obstrué avec de la cire. On jetait ça à la figure de ses voisins. C'était une manière de se distraire. Bien, merci Jacques Médecin, très, très sympa. À bientôt. Alors je donne la parole à un autre mort qui a bien connu la prison, c'est Jean Genet, l'écrivain. Alors il est en pleine forme, n'est-ce pas Jean Genet? Je suis seul au monde, je m'éloigne encore des hommes. Mais vous allez bien quand même. C'est ce que vous vouliez nous dire. La mort, c'est comme la prison, c'est pas si affreux que ça. Je poursuis une mort éternelle, misérable, dans des ténèbres où l'eau des marécages épaisse et froide. D'accord. Si la métempsychose m'accorde une nouvelle demeure, je l'habite avec les bagnards de ma race. Donc, Jean Genet, pour rappel, l'idée c'est de faire passer un message positif à Patrick Balkany. Vous qui avez connu la prison, vous qui d'ailleurs disiez que c'est grâce à elle que vous êtes mis à écrire, ça veut dire que la prison peut être un merveilleux déclencheur, elle peut aider. L'atmosphère reste si lourde que les fougères sont rampantes. Les bêtes se traînent, écrasées par le poids des gaz. Bien. Alors, merci Jean Genet. On passe à un dernier mort qui a connu la prison, c'est Charles Trenet, qui lui, alors là, c'est sûr, garde une bonne image de la prison. Oui, excellente, oui. Voilà. Et j'ai dit une bonne image, c'est peut-être pas le bon terme. Je ne sais pas, vous savez comment ça peut s'appeler la chance. Voilà, la prison est une chance. Et vous avez eu la chance d'en faire quelques semaines. Oh, mais il y a longtemps, ça, je l'ai complètement oublié, tout le monde l'a oublié du reste. Oui, alors petit rappel des faits, on vous a trouvé en 1963 chez vous en compagnie de 4 garçons, dont 2 qui étaient mineurs, la majorité à l'époque était 21 ans, en l'occurrence ces 2 garçons-là avaient 20 ans, voilà, outrage à la pudeur, etc., c'est l'époque qui voulait ça, et vous retrouvez à la case-prison. J'en ai fait pour savoir justement dans quelle mesure c'était dangereux. Et quand les gens parlent d'enfer, c'est évidemment pas du tout vrai. Non, mais je crois que c'est une petite blague. Voilà, la prison, c'est pas si terrible que ça. C'est affreux, on exagère toujours tout. Vous avez été nourri, logé dans une charmante prison d'Aix-en-Provence. Je suis la simplicité même. Voilà, et puis on se fait des copains en prison. Vous parlez de gens qui sont des troubadours. Des poètes même. J'étais très étonné. Voilà, vous voyez Jean Genet, c'est pas compliqué d'être épaulant, d'être constructif. Ça vous donne pas envie de revenir sur vos propos? Au contraire. Toujours plus lucide, je reconnais l'immonde fraternité des alligators souriants. Charles Trenet, je reviens à vous. Un dernier mot peut-être pour Isabelle Balkany. Mais c'est une femme qui a beaucoup d'autorité, de volonté. Et qu'il faut laisser tranquille. Évidemment, il ne faut pas lui barrer la route, il ne faut pas la mettre dans une cage, mais il faut la laisser voler comme elle entend. Voilà, il faut qu'elle puisse voler comme elle l'entend. Et combien elle l'entend? Oui, beaucoup, énormément. Merci Charles Trenet. Au revoir.
Merci Christine Gonzalez, merci et bravo. Christine Gonzalez de la RTS. Alex et moi, nous venons de la RTBF et nous sommes sur France Inter. Nous avons donc une pensée pour Annette Ardisson, figure de la rédaction qui nous a quittés cette nuit et qui a consacré la fin de sa carrière aux radios francophones et a partagé son amour des radios francophones. Merci Annette. Ainsi va la vie, ainsi va la science. Qui s'est mis en tête de modifier notre mémoire, de nous injecter des souvenirs? Pour l'instant, on est peinard. Les scientifiques s'en prennent d'abord aux oiseaux dont ils tentent de modifier le chant en encodant dans leur cerveau de nouvelles notes. On attend avec impatience qu'ils fassent la même chose avec Francis Lalanne. En attendant, c'est sur les oiseaux et croyez-moi, c'est pas facile tous les jours. Ça là. Oh, ça alors là que je me rappelle plus ce qu'il faut siffler. Bah non, c'est pas ça. Au début, ça ressemble à... Je m'en rappelle plus non plus. Oh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. C'est bien aussi d'aller chercher des trucs à siffler. Vous pouvez pas choisir un mot de passe comme ça se fait toujours, quoi. Un mot de passe, on peut pas se tromper. Oh non, c'est pas ça. Oh, rien à faire, bon Dieu. Jean Carmet dans la 7e compagnie, le film de Robert Lamoureux. C'est un article paru dans Science et Avenir, notamment. Alors, on se moque un peu de cette étude et de cette expérience, mais... Vous allez voir qu'on va vous injecter 2-3 nouveaux chants, semi-bémol, ça va être quelque chose. Mais si la science, parce que l'idée, c'est finalement, la finalité, c'est d'essayer d'injecter des souvenirs ensuite. Si ça peut aider les malades d'Alzheimer, évidemment, c'est génial. Mais on se dit aussi que ceux qui ont les moyens de s'acheter des souvenirs pourront le faire. D'où cette question, si demain, on peut s'acheter un souvenir comme on peut s'acheter une nouvelle chemise, Guy Marchand, est-ce que vous seriez d'accord? Je croyais pas qu'elle allait s'adresser à moi. C'est parce que vous êtes l'invité, hein, ça n'a rien à voir avec... C'est pas personnel. Ça vous dirait de fabriquer, si on vous propose de fabriquer un souvenir, de vous l'injecter et que vous vous souveniez d'un truc qui vous est jamais arrivé, ça vous tenterait? Non, ce que je voudrais, c'est tout oublier, madame. Parce que, non, franchement, là, ce que vous venez de me dire là, sur les oiseaux, ouais. on va apprendre à rugir au lion. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est ça. Ouais. Non. Vous parliez que vous voudriez tout oublier. Dans le livre, on sent que justement les sens, ici c'est la mélodie de l'oiseau, mais vous parlez du goût du pistou, du chant des cigales, de la couleur du tournesol. Ça revient hyper souvent, cette atmosphère de sens, des 5 sens qui profitent justement de cette région. Donc ça, c'est hyper important pour vous. Mais ça, c'est vivre, hein. Quand on bande un peu moins que d'habitude, on mange mieux. Non, je ne sais pas quoi vous dire, c'est la vie, quoi. Parler des femmes, c'est parler de la vie. J'aime de plus en plus vivre. Mais c'est le souvenir qui a guidé l'écriture de ce livre? Pardon? Ce sont les souvenirs qui ont guidé l'écriture de ce roman? Bien sûr, on écrit sur quoi? Sur quoi vous voulez? Donc vous venez de me dire, je voudrais tout oublier, puis vous faites un livre avec basé sur vos souvenirs. Des conneries, bien sûr, Guy, évidemment. Mais bien sûr, mais nous, on l'a fait, c'est ça le problème. Ça fait partie de la contradiction de ma conversation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Et vous disiez, parce que Charline parlait évidemment de... Tout oublier, c'est oublier certaines choses. Et en Provence, par exemple, dans cette espèce de pays invraisemblable, où je dis presque tout ce que je pense dans ce petit bouquin, vivre par moments, ça prend une espèce de densité dans le moment. Il y a une phrase que j'emploie souvent, c'est « pour moi le présent c'est l'éternité ». Plus en Provence qu'ailleurs. D'accord. Vous vous levez le matin, et puis tout d'un coup, je regarde, j'ai des vieilles juments, tout est vieux chez moi, hein, sauf mon chien. Parce que là, j'écris la mort de ma vieille chienne, mais j'ai sa petite fille qui est de la même race. Bon. On va en parler, parce que Juliette va parler de votre roman. Je conclue en disant peut-être que plutôt que vous injecter des souvenirs, vous aimeriez en effacer certains. Ça peut être la conclusion. Mais je le dis pour vous. Franchement, alors je sais pas Guy Marchand déclare je préfère oublier des choses que m'injecter des souvenirs. Fin de citation. Je vous chanterai une chanson, des trucs comme ça. Là, répondre à ça, je sais pas, parce que je suis de moins en moins intelligent. Mais non, mais écoutez ma question, Guy, parce que je mets la réponse dans la question. Non, mais attendez. Je mets la réponse dans la question, il suffit d'écouter la question et la réponse.
Guy, on parle de votre roman ou quoi? Mais on va en parler. Allez. Mais là, elle me pose des questions, je ne trouve pas les réponses. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, mon Donnez-moi. Guitou. Même si vous me demandez l'heure, déjà, j'hésite. Écoutez, Guitou, vous inquiétez pas, on passe à votre roman avec Juliette Arnaud. Allez, on va commencer par une devinette. Quel film qui sort en octobre contient ce dialogue typique des films d'amour? Lui dit « Sarah, est-ce que tu crois au destin ?» Elle répond « Je reviendrai ». I'll be back. C'est ça? Eh oui, Alex a raison, c'était un piège, c'était pas du tout un film sentimental, c'était un extrait du nouveau Terminator. 35 ans après le premier, Arnold Schwarzenegger a maintenant 72 ans, Linda Hamilton a 63 ans, ils ont inversé leur réplique puisque c'est elle qui dit « je reviendrai », sauf que voilà, en retrouvant encore le T-800 et Sarah Connor, cette fois avec cheveux blancs et rides, même si le reste de la bande-annonce explose de partout, c'est quand même Terminator produit par James Boom Boom Cameron, on s'émeut. Et c'est de ce dialogue dont on se souvient. Et honnêtement, si je vais le voir, ce 6e opus, ce sera pour ces deux-là qui disent ce dialogue-là, pour leurs rides et pour leurs cheveux blancs, qui n'étaient pas là au début des années 80, parce que c'est bien joli. Et des rides et des cheveux blancs, il y en a dans Garçon, un pastis et un peu moins de vent. Il y a donc du pastis et du Mistral, et des cigales et des tournesols, et l'ombre du seul mec qui a su peindre vraiment le Sud, un nordiste, un néerlandais, j'ai nommé Vincent Van Gogh. Mais les rides, alors, elles sont à qui? Elles sont à Émile, le second prénom de Guy Marchand, indice. Et alors, il est comment, Émile? Il est, et je vous cite, invivable, comme tous les chevaliers errants qui s'emmerdent quand l'aventure s'est calmée et que l'âge abîme leur romantisme imbécile. Pas si abîmé que ça, le romantisme imbécile, notre préféré, soit dit en passant, puisque Émile et son meilleur ami Albert, médecin à la retraite, sont pris par la tentation qu'on appellera la tentation des 7 mercenaires. Vous savez, ce vieux western 1960, où des mercenaires, donc au nombre de 7, se prennent le bertingot de défendre un village de paysans mexicains contre un affreux bandit qui les raquette. Pourquoi ils font ça, les 7 mercenaires ? Par romantisme imbécile, justement. Alors, Émile et Albert, à leur mesure, décident d'employer le temps qu'il leur reste en s'occupant un peu du malheur des autres, sans se prendre au sérieux dans la compassion. Que des vieux mecs, donc, 2, même pas 7, déjà que 7 c'était pas beaucoup, des hommes vieux et pacifiques, ou presque, qui viennent de surcroît de renoncer à tuer des mouches, et je vous cite, « De quel droit interrompre d'un simple geste le destin de ce minuscule animal, avec une chatte qui tient lieu de gardienne, puisque la chienne au nom d'Étoile est morte. » Vous notez, une chienne, une chatte, et puis des femmes paumées. Pas perdues, hein. Sous la plume de Guy Marchand, les femmes, y compris les prostituées, ne sont jamais perdues. Ce sont les hommes qui sont perdus sans elles. Notamment une jeune femme, Mireille, que le monde des hommes a essayé de perdre, et une petite chienne perdue, belle gueule, qui va se coucher en tremblant de tout son corps près du feu. Et Guy Marchand s'interroge. Quels enfants l'avaient caressée pour la rendre si douce? Quel connard l'avait battue pour la rendre si craintive? En lisant cette version du Sud, où on a compris que le bonheur est fugitif, léger, provisoire, où il n'y a que des hommes vieux, des femmes respectées, des bêtes femelles, des enfants pour crever le silence, et la mémoire de Vincent, le fou génial mort sans s'être su aimer, eh bien j'ai ronronné. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud. Vous voulez réagir, Guy? Ben non, parce que ça, je suis un peu con. Vous êtes un peu ému? Parce que oui. Ouais. Bah oui, c'est normal d'être ému. Parce que c'est impudique, un livre. Ah ben c'est pas moi qui l'ai écrit là quand même. Oui, mais je sais bien, mais moi, c'est quand même une gonzesse qui me dit ça en lisant ce que j'ai écrit. C'est beau. Ça fait très plaisir. C'est bien, je sais pas où. C'est pas n'importe quelle gonzesse. Je sais pas vous dire. J'essaye de me retenir. Bon, c'est vraiment, ça m'a ému ce que vous dites parce que j'ai écrit ce livre avec émotion. C'est rien de cérébral chez moi. Tout est affectif. Mais ça se sent, c'est ça, et on le reçoit de cette manière. Alors, bon, maintenant, si ça vous a plu, le but est atteint. Guy Marchand. Il n'y a plus qu'à aller se coucher. Ça s'appelle Garçon, un pastis et un peu moins de vent, paru aux éditions Neige. Juliette Arnaud, on vous retrouve dimanche au Salon du Livre du Mans pour signer votre roman. Maintenant comme avant. Elle m'a planté. Je vais vous expliquer le 3e sujet, Guy, comme ça vous avez le temps de reprendre vos esprits. Imaginez, vous assistez à un concert. Vous pouvez baisser le son de la guitare parce que vous trouvez qu'elle sature un petit peu. Mais ce sera bientôt à notre portée parce qu'une start-up travaille pour lancer une application qui vous permet de personnaliser en direct le son d'un concert. Vous pouvez modifier les volumes des instruments. Et vous avez exactement. Et vous avez un casque.
Plus de basses, plus d'aigus, supprimer la batterie, vous pouvez tout faire. Démonstration, ça se passe comment quand on fait joujou avec cette appli ? Ah, c'est sympa, la guitare ostinato, ça fait un peu Beatles. Dans Baccarat. Ouais, si tu veux. Ah, et là, il y a un côté Pink Floyd, le côté psychédélique un petit peu. Ah. En fait, c'est les Pink Floyd qui rencontrent les Beatles, mais dans un accident de voiture. André Manoukian, qu'on retrouvera bientôt dans cette émission. Extrait de Fais pas ci, fais pas ça. Guy Marchand. Oui, madame. Votre premier métier, votre passion, c'est chanteur avant d'être acteur. Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes facilement adapté aux évolutions du numérique en studio ? Non. Non ? Non, pas du tout. J'en suis encore aux grosses bandes où on coupait le truc avec le ciseau et qu'on mettait du collant pour faire bon. C'est bien, hein, bon. Bien. Maintenant, tu nous fais Bino. Bino. Allez, on coupe. Bon, elle est bonne à bon. Hein. Bino. Ah oui, donc ça prend du Bino, temps. ça marche. Ça prend du temps. Vous avez dit si les acteurs se mettent à chanter, c'est parce qu'ils s'ennuient au cinéma. Je dis ça. Ouais. Vous êtes toujours d'accord ou pas ? Non, mais ce que je voulais vous dire par rapport au mixage volontaire, c'est une grosse connerie ça. Hein, mais en plus, tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un concert avec plein de musiciens amateurs. Puis j'étais un chanteur de jazz avec tout ce que ça a de négatif sur le plan commercial. Bon. Et donc, j'ai fait un concert avec une vingtaine de retraités, mais de grands. Il y avait des grands jazzmen dedans, et puis il y avait d'autres. Et il y avait une dame au piano, et pour vous parler de mixage. Et alors, je chantais Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon, ça fait boum, 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 boum. Fly me to the moon, let me swing among the stars. Ça commence comme ça. Et je dis, mais pourquoi elle ne fait pas la descente ? Il me dit non, parce que ça leur fait tellement plaisir. Elle est pas sonorisée. Hein. Je comprends. Bon, Claude Mitchell, Eddie m'appelle, elle me dit t'as chanté dernièrement, il paraît. J'ai dit oui, mais alors tu sais, ça marche parce que j'ai des beaux graves, mais c'est dans les aigus que ça devient grave. Guy Marchand, lui on va lui régler sa guitare. Et lui, il a les aigus bien réglés. Frédéric Fromet. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter ? Eh bien, j'ai essayé de me mettre à la place de ces pauvres dirigeants d'EDF qui ont bien des soucis avec l'EPR de Flamanville. On n'a pas de moule avec le PR de Flamand. Flamanville, ville ne fonctionne pas, maman. Flamanville, ville, c'est comme la prostate de Guy Marchand. On n'a pas de moule avec la Normandie, je vous jure. On est mal à bile, on n'est pas doué pour les soudures. Mais tranquille, kill, on a de l'iode. Ça rassure, ça nous saoule, on nous emmerde pour un couvercle un peu fragile, Gilles, et alors ce n'est qu'un couvercle de matière fissile, bon d'accord, on va le refaire. Si le projet coule, c'est quand même pas Fukushima, c'est pas Tchernobyl, juste des fissures ça et là, c'est pas difficile, un bout de scotch et ça ira. À mon beau tuyau de Flamanville, à mon beau tuyau, un peu de colle, y a plus de défaut. 12 milliards de boules, un budget pas délirant, une broutille, tille, 2 fois le PIB du Soudan. On a plein de tuiles, mais ici on peut faire la manche quand le temps s'écoule, juste un retard de 10 ans. Comme ça file, le PR est-il un gisement? Pas de chlorophylle, mais de gens incompétents. Et de quoi devenir ma boule, la démo est éclatante. Les galères sans pile, mais je doute que vous tente une centrale mobile, comme la centrale russe flottante. À la pêche au moule, moi je veux pas y aller, maman. EDF m'en file, c'est du nucléaire, c'est pas étonnant. Méfions-nous des villes dont on vante le rayonnement. Frédéric Fromet,
jamais. Merci infiniment Frédéric. Et merci à Guy Marchand d'avoir passé cette heure avec nous. Guy, je rappelle votre ouvrage Merci. Garçon, un pastis et un peu moins de vent aux éditions Neige. Merci Guy, bisous à tous. On se retrouve lundi. Matmut Stories. Antoine, oh là là, mais il est incapable de faire un